Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans La Niche, le podcast de référence en matière de conseils, d'éducation et de réflexion autour du chien et de son intégration dans notre société. Je suis Claire Gerbou, l'hôte de ce podcast, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Dans la vie, je suis éducatrice canin, spécialiste dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille, en ligne et en Provence. Je suis aussi créatrice de contenu sur Internet et la fondatrice de La Niche Aventure. Ma mission au travers de ce projet, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien pour mieux vivre avec lui. Pour ce faire, je vous partage tous les mercredis un nouvel épisode pour ce podcast dans La Niche. J'interviewe des professionnels du monde canin qui viennent parler de leur sujet de prédilection dans la série Interview. Je donne le micro à mes clients qui viennent raconter leur vécu, leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées dans la série Témoignages. Je vous partage à mon tour mon retour d'expérience sur l'éducation de mes chiens dans la série Dans la Niche et je vous invite à déconstruire les idées reçues sur l'éducation du chiot dans la série Mythe ou Réalité. Avant de lancer cet épisode, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre rapide podcast préféré. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi soutenir financièrement ce projet sur Tipeee si vous le souhaitez. Sachez que vos contributions assurent la pérennité de mon travail et m'aident à le faire connaître au plus grand nombre. Et pour ça, je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter et me suivre sur YouTube, Instagram et Facebook. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Agathe Libert-Coubar. Agathe est ostéopathe animalier. Dans cette discussion, elle nous raconte avec passion son parcours et les fondamentaux de son métier. Qu'est-ce que l'ostéopathie? À qui est-ce que ça s'adresse? Comment respecter le rythme du chien en consultation? Quels sont les intérêts de cette pratique? Vous saurez tout, ou presque, de ce passionnant sujet. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Agathe. Salut Agathe. Coucou Claire. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente de t'accueillir au micro. Ça fait longtemps en plus qu'on envisage cet épisode, donc je suis trop contente de le réaliser enfin. Merci à toi de m'accueillir. On va commencer par les présentations. Qui es-tu Agathe? Moi je suis Agathe Libert-Coubar, je suis ostéopathe animalier, mais maintenant je pratique quasiment exclusivement sur les chiens, les chats et les nouveaux animaux de compagnie. Et je pratique en cabinet, donc à Lyon. Voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Est-ce que je peux dire carrément. Pas grand-chose. Alors, je crois que tu n'as pas de chien. Tu as la particularité de faire partie des rares invités qui n'ont pas de chien, mais je crois que tu as des chats. Est-ce que tu veux nous les présenter? Oui, alors moi, j'ai toujours eu des chats. Toujours des chats noirs et blancs. Alors, c'est pas du tout fait exprès. C'est arrivé comme ça. Et là, les 2 minettes que j'ai, du coup, c'est Arizona et Panama. Donc, Arizona, je l'ai adoptée à la SPA de Rennes parce que j'ai fait mes études à Rennes. Donc, j'ai adopté, elle avait un peu plus d'1 an quand elle était à la SPA. Non, un peu moins d'1 an, pile poil d'ailleurs. Et Panama, elle a été trouvée dans un jardin à 3 semaines, pareil, en région rennaise. Et du coup, je l'ai récupérée et voilà. Et maintenant, elles ont 7 et 5 ans. Ça passe vite. Ok, ah oui, le petit coup derrière la casquette. Oui, carrément. Ok, une question que j'aime bien poser à tous mes invités, c'était quoi ton rapport aux animaux? Est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie? Est-ce que ça arrivait un peu plus sur les tard? C'était quoi ton expérience là-dessus? Alors moi, j'ai toujours aimé les animaux, j'ai toujours voulu travailler avec eux. À la base, j'ai commencé l'ostéopathie parce que je viens du monde équin. Donc j'ai fait énormément d'équitation pendant, je pense, 14-15 ans. J'ai arrêté en fait quand j'ai commencé l'ostéopathie parce que je me suis rendu compte que, en tout cas, l'équitation, comme je l'envisageais, ça correspondait pas du tout à mes valeurs quand je suis rentrée en école. Voilà, moi après j'ai toujours eu des chats, j'ai toujours fait du cheval. J'ai jamais eu de chien. D'ailleurs, au début en ostéo, c'était hyper compliqué les pratiques avec des chiens parce que je comprenais pas du tout leur comportement par rapport aux autres animaux et c'est vrai que ça me bloquait parce que quand on est en école d'ostéo, on veut apprendre. On est concentré, puis en fait, on est avec des animaux qui n'arrêtent pas de bouger. Alors, notamment les chiens, c'était des chiens d'élevage ou de SPA. Alors, autant vous dire que c'était très laborieux parfois. Et malgré le fait qu'on avait des cours de comportement avec une comportementaliste, l'appliquer vraiment la théorie et direct la pratique, c'était assez compliqué. Et c'est quand vraiment j'ai commencé les pratiques avec des propriétaires où je me suis dit, waouh, c'est trop bien cette relation, où j'ai vraiment compris comment ils fonctionnaient, comment ils communiquaient. Et après, j'ai ouvert mon cabinet pour faire beaucoup de chiens en ostéopathie et je suis trop contente. Trop cool. Ouais. Du coup, on va revenir un peu sur ton parcours. Donc, tu nous as dit que tu as toujours rêvé de travailler avec les animaux. Comment est-ce qu'on arrive finalement à le faire? Est-ce que direct, toi, après le lycée, les études d'ostéo, ça s'est imposé à toi? Est-ce que tu as pris des chemins un petit peu variés avant? Comment ça s'est fait? En fait, moi, à la base, je voulais être vétérinaire, mais depuis toute petite, vraiment, à 5 ans,
je jouais au vétérinaire, etc. Et du coup, j'ai commencé la prépa à Lyon. Et là, ça a été une grosse remise en question. Mais c'était pas tant sur le scolaire de la prépa, parce que moi, j'étais très scolaire au lycée, donc je travaillais énormément. Enfin, c'était pas tant ça, c'était vraiment cet aspect de ah ouais, mais en fait, veto, je crois que c'est pas ce qui me correspond dans la vision. Je trouvais que c'était très symptomatique. Et d'ailleurs, ma maman m'avait prévenue, parce que ma maman me connaît plus que moi-même, je pense, sur ces sujets-là. Et elle m'avait dit, Agathe, je suis pas sûre que veto, ça te corresponde, etc. Nous, on est très médecine alternative. On se prend un peu la tête sur plein de sujets. Et c'est vrai que veto, alors c'est très bien ce qu'ils font comme travail, mais il n'y avait pas non plus le relationnel qu'on peut avoir comme quand on est ostéo avec les animaux. C'est-à-dire que les animaux, l'animal, il passe 45 minutes avec nous, il est réveillé. Et puis, on ne donne pas forcément de médicaments. Donc, il n'y a pas tout cet aspect aussi de gérer parfois des choses qui sont très compliquées émotionnellement en tant que vétérinaire, hein, comme les euthanasies, etc. Ou vraiment les douleurs et puis avec le stress en fait, de l'animal qui peut vraiment en subir les conséquences. Et du coup, je suis partie en fac après la prépa. Et je me suis renseignée sur les écoles d'ostéo. Et du coup, je suis partie à Rennes faire 5 ans d'études en école d'ostéopathie. Ok, très bien. Et donc, du coup, 5 ans d'études, Ouais. tu peux nous raconter un peu ce que c'est que le parcours, comment est-ce qu'on devient ostéo aujourd'hui en France? Alors, il y a différentes façons de devenir ostéopathe pour animaux. Je dirais qu'il y en a 2. Enfin non, il y a vraiment le cursus où on est vétérinaire déjà de base et on peut passer des formations en fait pour après faire de l'ostéopathie. Et après, il y a vraiment le cursus, donc comme moi, où on fait que de l'ostéopathie exclusive. Donc, c'est soit 5 ans d'études comme j'ai fait, soit 3 ans d'études. Mais ces 3 ans d'études, souvent, ils sont accessibles pour les gens qui sont soit déjà en ostéopathie humaine, soit en kiné, qui ont déjà un parcours dans le soin, en fait. Donc, moi, j'ai choisi de faire 5 ans d'études dans une école à Rennes parce qu'à l'époque, il n'y avait que 6 ou 7 écoles. Donc, il n'y avait pas beaucoup de choix. Aujourd'hui, il y en a 29, donc il y en a un peu plus. Et je trouvais que l'école de Rennes, c'était celle qui me correspondait le mieux en termes de pratique, puisque on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a plein de façons d'envisager l'ostéopathie. Et à Rennes, ça me correspondait beaucoup plus. Franchement, sur la vision, en fait, c'est des études qui sont payantes et je voulais pas payer un diplôme. Je voulais vraiment sortir en étant apte à pratiquer. Il y avait quand même une vraie sélection au fur et à mesure. En fait, c'est assez exigeant comme école. Du coup, ça m'a rassurée. Ok. Je sais pas quand est-ce que tu as commencé tes études. Tu nous disais qu'il y avait 6 écoles, c'est ça, Ouais, en France c'est à ce ça. moment-là, qu'il y en a 29 aujourd'hui. Ouais. En un laps de temps, j'imagine pas hyper long non Non, plus. non, hein, ça fait 8 ans peut-être là que je suis rentrée en première année. Donc non, ça fait pas beaucoup. Bon, je sais pas si on s'embarque dans ce sujet, mais en fait, il y a eu au niveau législation, l'ostéopathie, depuis 2011, c'est des actes vétérinaires. Donc, du coup, pour pouvoir pratiquer ces actes, il faut soit être vétérinaire, soit passer un examen, un peu comme un permis de conduire, en fait, qui dit qu'on est apte à pratiquer ces actes vétérinaires, mais qui se limite seulement aux actes ostéopathiques. Et en fait, en 2017, il y a vraiment eu vraiment, les décrets, ils ont vraiment été finalisés. Il y a eu vraiment les examens qui ont été mis en route. Et du coup, depuis 2017, il y a eu plein d'écoles qui ont ouvert, justement, parce qu'avant, c'était un peu flou, quoi, finalement. Donc voilà. Ok. Trop intéressant. Mais oui, du coup, j'imagine que ça participe aussi à la connaissance de ce métier. Oui, ouais. Et au fait qu'il y ait de plus en plus de praticiens, Tout à fait. On en voit quand même beaucoup. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, après, effectivement, déjà, ça permet de vraiment mettre un cadre sur le métier. Et donc, du coup, mine de rien, le fait d'avoir des examens, c'est assez... voilà, on sort, au moins on sait qu'on n'est pas dangereux, en tout cas. Après, ça fait pas non plus... C'est comme le permis de la route. Hein. Il y a toujours... on va sur le périph' parisien, il y a des gens qui ont permis, pourtant ils savent pas rouler. Hein, mais en tout cas, normalement, officiellement, ils sont pas censés être dangereux. Et c'est vrai que ça a permis aussi l'avancée du métier sur... une certaine pas reconnaissance, parce qu'en soi, ce sont que les actes qui sont reconnus, mais un certain cadre, du coup. Je pense que c'est pas mal aussi pour les patients et leurs propriétaires. Ouais, ok. Quand tu nous dis que du coup, on parle d'acte vétérinaire, qu'est-ce qui est un acte vétérinaire là-dedans? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous préciser un peu ce que ça signifie? Alors déjà, l'ostéopathie, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, on peut déjà dire ce que c'est. Oui, bien sûr. Alors moi, je la définis comme vraiment une médecine qui va permettre, qui est exclusivement manuelle externe, donc il n'y a pas d'acte interne réalisé, c'est qu'avec les mains, et qui va permettre de redonner de la mobilité là, du coup, aux animaux sur différentes structures, donc musculaires, squelettiques, ostéo-articulaires, etc.
Et après, là, donc dans le cadre de la médecine, pour les animaux, c'est vraiment un acte vétérinaire comme, je sais pas, un détartrage ou une stérilisation. C'est-à-dire que votre vétérinaire, il a le droit de pratiquer de l'ostéopathie, même s'il n'est pas formé pour. Et ceux, par contre, qui sont diplômés d'une école comme moi en 5 ans, ils savent pratiquer de l'ostéopathie, mais tant qu'ils n'ont pas cet examen, ils ne peuvent pas le faire. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué à comprendre, je pense, quand on n'est pas dans le milieu. C'est vraiment pour pouvoir pratiquer, il faut cet examen. C'est vraiment une dérogation, en fait. C'est notre petite dérogation à nous pour pratiquer que les actes ostéopathiques. C'est un peu bizarre parce que ceux qui ne sont pas diplômés d'école, même s'ils ont cet examen, ils peuvent quand même pratiquer. Mais ceux qui sont diplômés et qui n'ont pas cet examen, ils ne peuvent pas pratiquer. Donc, c'est quand même assez complexe à capter. Voilà. Mais après, c'est assez récent, donc ça va sans doute évoluer. C'est vrai que nous, notre syndicat et certaines associations, on est vraiment en relation avec l'ordre des vétérinaires pour faire avancer déjà l'examen, puisque c'est des vétérinaires qui l'organisent. Alors certes, il y a des ostéopathes aussi présents. Donc déjà, pour vraiment qu'il soit le plus cohérent possible par rapport à nos études, et aussi faire avancer le métier, en fait, tout simplement. Donc voilà. Ok. Ça nous aiguille du coup de savoir ça sur le choix de son thérapeute et aussi le choix de, si jamais il y a des auditeurs qui souhaiteraient s'orienter vers ce type d'études et ce type de métier, d'aller regarder un peu dans le détail quand même ce qui se fait. Alors, par rapport aux études, le problème c'est que comme c'est des écoles payantes, il y a beaucoup de... c'est beaucoup marketing. Toutes les écoles sont hyper bonnes. Chacun vend son truc. Par contre, il y a des écoles, il faut le savoir aujourd'hui, qui ont refusé de donner leurs résultats à l'examen vétérinaire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les résultats de cet examen, c'est 50% de réussite à l'examen théorique. Donc, c'est pas non plus énorme. Moi, ce que je conseille vraiment aux gens qui veulent faire ces études, c'est d'aller vers des écoles qui donnent leurs résultats. Parce qu'il faut quand même une certaine transparence quand on s'embarque dans des études qui peuvent, je pense, aujourd'hui coûter 10 000 € l'année. Flemme de sortir diplômé alors qu'on est complètement nul et qu'on va mettre 6 fois à avoir notre examen. Si, alors là, je fais un gros raccourci, mais je le répète, il y a des gens qui sont très compétents en ostéopathie, qui n'ont pas l'examen parce qu'ils ne sont pas formés pour l'avoir. C'est du QCM et nous, on n'est pas du tout évalués sur du QCM en école d'ostéo, beaucoup plus maintenant. Donc, c'est pas parce qu'on est... les gens qui n'ont pas leur examen peuvent être très mal formés, mais les gens qui n'ont pas leur examen peuvent être très bien formés aussi, mais juste pas être formés de la bonne manière. Et c'est pareil sur la pratique d'ailleurs, parce que oui, du coup, c'est un examen théorique où il faut avoir 60% de bonnes réponses et un examen pratique où on passe devant un jury de 4 personnes. Donc, ça peut être assez stressant. On pioche au sort une espèce, donc entre la vache, le chat, le cheval et le chien. Donc, il faut être formé sur toutes les espèces, finalement, en école. Et donc, voilà, moi, je dis aux gens, franchement, il n'y a pas de souci, ce métier, c'est trop bien. Par contre, aujourd'hui, il y a cette législation-là. Si vous vous embarquez dans ces études, il faut que vous choisissiez une école qui est transparente et qui vous prépare à cet examen, parce que c'est un peu con d'avoir fait 5 ans d'études quand on ne peut pas pratiquer derrière. Donc, c'est clair. Voilà. Clair. Ok. Du coup, pour commencer dans ce sujet-là, est-ce que tu pourrais déjà nous définir ce que c'est que l'ostéopathie ? Oui. Déjà, comme je l'ai dit, l'ostéopathie, en ostéopathie animale, elle se limite aux actes. C'est-à-dire que le métier d'ostéopathe en soi n'existe pas, c'est seulement les actes qui sont reconnus. Et du coup, on définit l'acte d'ostéopathie par une manipulation qui a pour but de prévenir, de traiter des troubles fonctionnels du corps à l'exclusion des pathologies qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, etc. Nous, du coup, ce qu'on va traiter, c'est pas les problèmes anatomiques, c'est plutôt les problèmes... fonctionnel dans le sens où on a une perte de fonction, une perte de mobilité. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit que le but de l'ostéopathe, c'est de redonner de la mobilité à des zones qui en ont perdu. Voilà. Donc après, comme on a dit, chacun décide des outils qu'il utilise pour faire de l'ostéopathie, justement. Mais voilà, vraiment, si on définit l'ostéo, pour moi, c'est juste on redonne de la mobilité à des choses qui en ont perdu, que ce soit des articulations, des tissus, des viscères, etc., quoi. Ok, c'est le mouvement, quoi. Ouais, exactement, c'est le mouvement. Et d'ailleurs, nous, les ostéos, on aime bien dire cette petite phrase que le mouvement, c'est la vie, dans le sens, là où il y a du mouvement, il y a de la vie. Et quand on a une perte de mobilité, d'ailleurs, sous la main, quand on a une perte de mobilité, soit on a une zone qui est assez chaude, donc qui est vraiment une zone qui fonctionne plus, soit on a une zone, au contraire, qui est totalement froide. Et là, c'est une zone qui du coup a perdu en apport sanguin depuis un petit moment, où là on a toutes des adhérences, une peau cartonneuse, etc. Et d'ailleurs après la séance d'ostéo, parfois les gens nous disent « Ah ouais, je sens vraiment la différence » ou « Il y a eu des pellicules sur cette zone pendant tant de temps, etc. » Parce qu'en fait on est relancer en fait, la vascularisation sur cette zone. Et voilà, donc le mouvement, c'est la vie. Et okay. D'ailleurs, ça marche aussi pour les humains. Il faut bouger. On est un peu trop sédentaire.
Du coup, tu nous as parlé un peu de la définition de l'ostéopathie. J'aimerais creuser un peu cette définition avec toi, parce que je sais qu'il existe différentes méthodes, différentes approches de ce métier-là. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, alors en fait, l'ostéopathie, déjà, ça vient des États-Unis. Il y a eu un peu deux courants qui ont été faits par la suite. Donc, un courant beaucoup plus mécaniste, on va dire, qui a une approche très cartésienne, très scientifique, dans le sens où les manipulations, elles sont vraiment expliquées par les mécanismes du vivant, donc physiologiques, quoi. Et une approche un peu plus fluidique, un peu plus vitaliste, où là, c'est d'ailleurs un peu remis aujourd'hui en question parce qu'on n'a aucune preuve sur les techniques, vraiment, où c'est un peu plus énergétique. Après, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir des preuves, mais tout n'est pas prouvé non plus. Donc, faut pas non plus totalement se fermer. Le but, c'est quand même de faire du bien à l'animal. Alors, si c'est placebo, c'est pas grave en soi. Si ça lui fait du bien et que ça le soulage, c'est le principal, je pense. Donc voilà, c'est deux grands mouvements. Aujourd'hui, globalement, il y a quand même... tout le monde pratique un peu de tout. Alors... Aujourd'hui, moi, mon école, je suis diplômée ostéopathe animalier biomécaniste. Donc, du coup, je n'ai pas du tout été formée à la méthode fluidique. Par contre, après, on peut faire des formations complémentaires. Et moi, je l'incite vraiment à le faire. C'est très bien de se former, même sur des choses qu'on n'utilisera pas plus tard. Mais au moins, on connaît les sensations et on sait que ça existe. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un bon ostéopathe. C'est quelqu'un vraiment qui sait ce qui est le mieux pour son patient. Et je pense que tant qu'on ne s'est pas formé à tout ça, on ne peut pas savoir ce qui est le mieux pour son patient. Voilà. Ouais, enrichir sa boîte à outils et pouvoir piocher dedans en fonction de ce qui nous semble pertinent, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Tu nous as dit que toi, dans ton école et les études que tu as faites, c'était plutôt spécialisé biomécanique et moins l'autre. Est-ce que aujourd'hui, j'imagine qu'avec la diversité d'écoles, on voit un peu de tout et ça influe aussi sur le type de thérapeute qu'on va pouvoir retrouver après ? Alors oui. Par contre, moi, je pense qu'en 5 ans, on peut pas tout faire. Alors moi, je suis très contente d'avoir choisi cette école-là parce que je me suis pas trop perdue, au contraire. Enfin, franchement, c'est énormément de sensations, etc. Et moi, je pense que vraiment, c'est ça en fait qui m'a plu dans mon école, c'est qu'au moins, je savais dans quoi je m'embarquais. Après, c'est vrai que si on a une certaine sensibilité un peu plus énergétique, c'est pas du tout abordé. Mais voilà... je pense qu'on peut pas non plus tout faire. C'est vrai que moi, je me méfie un peu des écoles qui disent oui, on va tout aborder en 5 ans. Si on fait un peu de tout, mais pas correctement, c'est pas ouf. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et après, mon école, ce qui est particulier, c'est que c'est la seule école à vraiment faire que du mécaniste vraiment pur. En fait, pour la petite anecdote, à la base, c'était des éthiopathes. Et l'éthiopathie, si on peut le définir, bon, ça va pas très faire plaisir aux éthiopathes, mais c'est vraiment la branche vraiment de la recherche de la causalité de l'ostéopathie. Donc, c'est très... vraiment, on agit sur les mécanismes énergétiques, cinétiques, je veux dire, neurologiques, etc. Et on fait pas autre chose, quoi. Ok, voilà. Ok. Du coup, tu nous as scindé un peu la définition de l'ostéopathie en deux approches, en deux méthodes, entre guillemets, de pratique. C'est quoi, toi, ton approche ? Comment est-ce que tu abordes les choses ? Comment tu vois ton métier ? Je pense que le mot qui me guide le plus en consultation, c'est adaptation à l'animal. Et c'est vrai qu'on fait au mieux. Voilà, moi, comme je l'ai pu l'expliquer, j'ai été formée dans une école qui est très biomécaniste. Après, j'ai fait d'autres formations pour des approches et des techniques un peu plus vitalistes, un peu plus fluidiques. Par contre, parfois, on a quelque chose en tête, par exemple, sur différentes techniques pour un animal. Mais finalement, pour l'animal, c'est pas ce qui va être le mieux à cet instant. Pas forcément pour ce qu'il présente, mais surtout pour son comportement. Il y a des techniques qui sont assez longues où il faut vraiment que l'animal il soit le plus détendu possible, etc. Et franchement, sur un animal qui n'arrête pas de bouger, qui est vraiment pas à l'aise, le but, c'est de faire efficace, rapide. J'ai vraiment plein d'outils. J'utilise toutes les méthodes, tout ce qui est mécaniste, donc les techniques un peu plus structurelles, mais aussi tout ce qui est un peu plus tissulaire et parfois fluidique. Après, ça dépend ce qui correspond le mieux à l'animal, bien évidemment. Déjà, je demande aussi tout le temps aux propriétaires parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout faire craquer l'animal, parce que ça, c'est leur propre peur, etc. Mais c'est important quand même d'avoir l'avis du propriétaire. Et après, voilà, c'est ce qui convient le mieux aussi par rapport à comment se sent l'animal émotionnellement lors de la consultation. Donc voilà, en fait, moi, j'ai mes techniques, j'ai l'animal, j'ai le propriétaire et je fais en fonction de ce qui est le mieux pour tout le monde. Voilà. Ok. Oui, c'est vrai que souvent, on voit, en tout cas... moi, je connais plus l'ostéopathie humaine, du coup, que animale, forcément, mais dans mon expérience. Mais c'est vrai que des fois, pour arriver à débloquer un truc, on peut avoir plusieurs techniques, plusieurs approches différentes. C'est un peu cette histoire de boîte à outils, finalement, qu'on a aussi en éduc et en comportement. Oui.
Bah, oui, c'est exactement la même chose en fait. Et puis après, donc il y a le comportement de l'animal, les structures qui sont sur l'animal. Donc les structures, j'entends par exemple si c'est un jeune animal, un vieil animal, s'il y a une pathologie, on va choisir la technique qui est le mieux pour lui, pour éviter de la douleur, pour éviter de lui nuire aussi. Euh, mais en même temps, il y a toujours cette histoire de ouais, mais enfin l'animal, s'il est pas bien émotionnellement, il faut quand même assez être efficace, quoi. Et voilà. Mm. Ouais, tout ce qui est contrainte, etc. J'imagine que tu t'adaptes aussi en fonction de... Franchement, ouais, j'essaye de m'adapter au mieux. Alors moi, je dis toujours mon métier, enfin l'ostéopathie, c'est pas une urgence vitale. C'est-à-dire que les urgences en ostéo, franchement, ça, pour moi, ça n'existe pas. Alors il faut parfois agir assez rapidement parce que la douleur, elle est extrêmement présente. Mais ça va pas tuer l'animal si on n'agit pas dans la seconde, quoi. Mm. Et c'est vrai que moi, j'aime pas travailler dans la contrainte. L'animal, il peut quand même l'avoir. Alors moi, je muselle très rarement les animaux, sauf si vraiment c'est dangereux pour tout le monde. Mais par contre, si le propriétaire, OK, on arrête la consultation, ça sert à rien d'avoir une mauvaise expérience. Moi, je propose toujours, hein, je dis: «Écoutez, là, votre animal, globalement, il va plutôt bien. Effectivement, il y a des ajustements, on voit qu'il est pas très régulier sur tel ou tel segment, mais aujourd'hui, la séance, elle va mal se passer et ça risque d'avoir des effets encore plus négatifs sur la suite». Donc du coup, si c'est OK, on fait que la moitié de la consultation, on approche que les zones qu'il veut approcher et puis, bah, vous travaillez de votre côté ou je renvoie justement vers des gens qui travaillent en medical training et cetera, pour que, bah, quand ils reviennent, on puisse avoir accès au reste. Après, quand l'animal, il a vraiment mal et qu'il faut y aller, bah, là, malheureusement, il faut y aller et ça se passe, pas très bien. Enfin, pas très bien pour l'animal, du coup. Et pour moi aussi, parce que je n'aime pas du tout travailler comme ça. Ouais. Donc et pour le propriétaire, voilà. Sauf les propriétaires qui en ont pas du tout conscience et ça, malheureusement, il y a encore des propriétaires qui ont pas du tout conscience que leur animal, il est pas du tout à l'aise. Mais bon, je pense que ça va venir. Ouais, c'est chouette parce qu'on voit que tu as un intérêt particulier pour l'état émotionnel de l'animal, sur la lecture du langage, etc. Alors que tu nous as dit au début de l'épisode que c'était pas du tout ta came, justement parce que tu avais l'impression de pas du tout connaître le chien. Est-ce que tu t'es formée au comportement? Est-ce que ça a fait partie de ta formation d'ostéo? Comment est-ce que tu as développé finalement ces compétences-là? Parce qu'on parle vraiment de compétences là. Ouais, bah en fait, ça fait partie de ma formation d'ostéo. Ok. Voilà, Trop chouette. j'embrasse Carole. Carole qui était notre comportementaliste canin, qui a fait aussi un peu d'ostéopathie, mais qui a pas passé son examen vétérinaire, donc elle fait plus d'ostéo. Et elle était, voilà, elle nous disait: «Ah non, mais là, elle est pas à l'aise». Ah bon? Enfin, hop, franchement. Et puis en fait, quand vraiment on a la tête dans le guidon parce qu'on veut absolument aller tester cette articulation et qu'on oublie l'animal, après je pense qu'il faut passer par là pour vraiment être automatisé. Mais ouais, on a eu une approche comportementale lors des consultations. Et après, bah, moi, j'ai décidé de me renseigner sur le reste quand je me suis installée. Et puis, de toute façon, c'est dangereux aussi pour nous si on n'écoute pas l'animal, hein, de toute façon. Alors moi, je me suis jamais fait mordre. Et donc, mais sinon, voilà, moi, c'est sécurité pour le propriétaire, pour moi, pour l'animal. Et voilà. Et après, bon, je suis pas experte, hein, mais si je le sens pas, je le fais pas. Enfin, moi, j'ai pas envie de mourir pour un animal. J'adore mon métier, mais voilà. Ouais, carrément. Et du coup, tu nous as dit que tu travaillais en cabinet. Du coup, tu as ton cabinet d'ostéopathie. Est-ce que parfois tu remarques qu'il y a des chiens qui sont plutôt stressés d'être là? Est-ce que ça fonctionne un peu comme avec aller chez le vétérinaire ou bah, pour certains chiens, le domicile, c'est une obligation? Ou est-ce que tu as quand même de chouettes résultats avec le cabinet? Ouais, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, je fais aussi du domicile. Ouais. Moi, je fais le choix de ne pas mettre de frais de déplacement, enfin, sauf vraiment si c'est à plus de 25 kilomètres, parce que déjà, il y a des gens qui sont en mobilité réduite. Pareil pour les animaux, et aussi pareil pour les gens qui ont des chiens hyper réactifs, où on a des soins qui se sont très mal passés. Donc voilà, je fais des consultations à domicile. Par contre, ce que j'ai pu constater, et ce que la plupart des propriétaires me disent, c'est « Ah oui, c'est marrant, chez le véto, il est stressé et pas au cabinet. » Après, on n'a pas les mêmes odeurs. Ouais. Moi, je n'ai plus de salle d'attente. J'ai une étude d'ailleurs qui a montré, il me semble, hein, que plus il y avait de chiens dans la salle d'attente, plus les chiens étaient stressés. Donc moi, j'ai plus de salle d'attente aussi parce qu'il y a des gens qui sont une fois rentrés dans mon cabinet, donc maintenant, je ferme la porte. Donc pendant que je prends toutes les infos, les chiens, et les chats d'ailleurs, hein, parce que je fais aussi des chats, ils sont lâchés, ils prennent toutes les odeurs. J'ai des créneaux d'1 heure. Alors une consultation, notamment pour des suivis, ça dure pas forcément 1 heure. On ne pose pas les mains 1 heure sur l'animal, mais comme ça, on prend vraiment le temps de faire des pauses. Parfois, on va les balader dans la rue. Et puis voilà, on fait à force de liquimat, de petits bonbons, de petits machins à lécher. Franchement, globalement, ça se passe bien. C'est rare, enfin, je pense en vrai, depuis que je suis installée, de pas du tout finir les consultations, ça a dû m'arriver 3-4 fois, je pense. Ok. Donc ouais. Et en chat, ça a dû m'arriver 2 fois. Ok. Voilà. Ok.
Mais du coup, tu as toujours aussi cette option du domicile qui est Oui, possible si oui. vraiment... Bah, en fait, les gens, ils prennent rendez-vous sur mon site et sur mon site, c'est marqué que s'ils veulent une consultation à domicile, ils m'appellent. Si jamais ils peuvent pas se déplacer, si leur animal est stressé et cetera. Et oui, oui, il y a toujours, la consultation à domicile, mais je trouve, ce qui est compliqué dans la consultation à domicile, c'est, aussi l'espace et parfois, on se sent vite, il y a l'atmosphère, elle est lourde, hein, chez les gens parfois, vraiment, je trouve que c'est vraiment compliqué et puis, dès que ça monte un peu en tension, l'animal, il a pas forcément de moyens de suite non plus, alors que le cabinet, il est vraiment agencé à ce qu'à chaque endroit où on fait la consultation, que ça soit par terre, sur la table, il peut fuir Mmh. et je trouve que chez les gens, c'est parfois ça un peu qui manque. Du D'accord, coup, ok. voilà. Ok. Ah, c'est super intéressant comme analyse. Ok. J'imagine que quand on travaille en ostéopathie, on est forcément amené à travailler avec d'autres corps de métier. Bah, tu l'as dit, des fois, ça t'arrivait de devoir renvoyer vers des éducateurs comportementalistes pour travailler en medical training, par exemple. Mais j'imagine que ça arrive aussi et plus avec le vétérinaire, parce qu'il s'agit de la santé animale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce travail en étroite collaboration? Et bah, moi, c'est simple, je suis assez alarmiste. Si vous Ok. venez en consultation avec moi, à chaque fois que j'entends un bruit bizarre, je vais vous le dire. Voilà. Ou ça craquouille, oh, ou là, il y a quand même une petite laxité. Parce que je préfère être alarmiste et au moins les gens, ils sont prêts psychologiquement à ce qu'il y ait un truc. Au pire, il y a rien. Mais c'est vrai que, en fait, je renvoie énormément vers le véto, hein. Je me rends compte, que ça soit pour, telle ou telle raison ou pour des conseils en alimentation ou parce que, bah, là, vous pouvez faire une prise de sang et cetera. Je pense que c'est hyper important pour, la santé de l'animal et pour aussi, un travail, enfin vraiment complet, quoi. Mhm. Donc moi, je renvoie beaucoup, notamment sur les problèmes locomoteurs, chez le vétérinaire, quand je sens des laxités ligamentaires au niveau des ligaments croisés. Donc ça, franchement, j'en ai toutes les semaines. Sur aussi les boiteries, chez les chiots, où là, on entend vraiment des sacrés bruits articulaires. Voilà, je me dis vraiment pour l'animal, alors certes, aujourd'hui, il a pas mal, mais le but, c'est qu'il grandisse le mieux possible. Donc là, on parle du chiot, mais ça peut être qu'il vieillisse aussi le mieux possible. Et certes, il est vieux, il y a de l'arthrose, mais moi, avec ma pratique, je peux faire telle chose, mais j'ai que le prisme de l'ostéopathe, quoi. Donc, Mm. j'ai pas tous les prismes possibles. Donc, non, non, il faut travailler avec les cliniques. Et puis, il y a des cliniques qui m'envoient aussi des clients. Donc, c'est franchement chouette de travailler en collaboration avec tout le monde. Ok, trop bien, trop intéressant. T'as commencé à les citer un petit peu, mais c'est quoi les intérêts de l'ostéopathie? Ils sont multiples du coup. Ouais. Bah, voilà, comme je vous ai dit, l'ostéopathie, ça permet de donner de la mobilité. Alors là, c'est super, vaste comme sujet, Mm. mais il faut vraiment en préventif, en tout cas, il faut vraiment voir le corps comme une usine. Moi, c'est comme ça que j'aime bien l'expliquer. Dans une usine, il y a différentes équipes qui travaillent sur telle ou telle machine, sauf que s'il y a une équipe qui décide de se mettre à l'arrêt, bah, c'est toutes les autres machines qui vont devoir, travailler plus et sauf que, bah, à terme, si elles travaillent plus, elles vont se mettre à l'arrêt et cetera et donc le corps, c'est pareil. S'il y a une zone qui ne fonctionne plus, enfin fonctionne, c'est un grand mot, hein, mais qui bouge moins, il y a forcément avoir des compensations qui vont se mettre en place. Et moi, mon rôle en tant qu'ostéo en préventif, c'est de voir qui a décidé de s'arrêter et qui est en train de s'arrêter, pour vraiment permettre de redonner le plus d'état général possible à l'animal et éviter à terme des douleurs, des boiteries et tout ce qui s'ensuit. Enfin, Ok. ça, c'est vraiment sur le plan locomoteur. Après, on peut vraiment aussi suivre des pathologies adaptatives ou même s'il y a des grosses douleurs au niveau viscéral, pareil, il va y avoir des adaptations sur le dos aussi par la posture ou juste par tout ce qui se passe au niveau neurologique. Donc voilà. Ok, trop bien. Du coup, ça concerne tous les chiens. Est-ce que on peut faire ça sur des chiots? Est-ce qu'on peut faire ça sur des vieux chiens, sur des chiens adultes en pleine forme? Qu'est-ce que tu Oui. recommandes là-dessus? Franchement, sur tout le monde. C'est vrai qu'on peut faire ça sur des chiots qui sont tout petits, sur des grosses déviations d'aplomb, donc c'est-à-dire la façon dont ils posent leurs pattes. Alors là, on va pas avoir, enfin ça dépend. Parfois vraiment on arrive à redresser l'aplomb, mais ça dépend vraiment de la cause. Mais si l'aplomb il est déjà totalement, en fait tordu, il va aussi beaucoup avoir des tensions musculaires qui vont venir se mettre en place et nous on va vraiment travailler pour au moins que le reste évite, d'être complètement tordu par rapport à cet aplomb tordu. Mais même en préventif, hein, sur le chiot, franchement les chiots, ils sont hyper lax, ils sont un peu, foufous, ils sautent partout, ils disent jamais quand ils sont fatigués aussi. Donc voilà, puis l'ostéopathie, c'est énormément de conseils aussi. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup les consultations chiots parce que, bah, je fais ma séance et puis après on parle, on discute. Moi je conseille aussi sur les pros que je connais, sur Lyon, que ça soit en éduc et cetera. Les vétos s'ils sont pas trouvé leur veto. Enfin franchement c'est hyper agréable, j'aime trop les consultations chiots
Et puis pareil sur l'activité aussi qu'il faut faire. Donc voilà, il y a aussi toute cette partie conseil chez les chiots. Et après, c'est vrai que les gens, ils me disent: «Ouais, c'est juste pour un bilan, j'ai rien constaté de particulier sur mon chien». Mais en fait, quand on regarde marcher, il y a toujours des petits trucs à faire. Donc c'est vrai que les propriétaires après, il y en a les propriétaires qui ont vachement l'œil sur la locomotion. Alors moi, j'utilise beaucoup la locomotion pour voilà, pour un peu cibler ce qui se passe dans le corps de l'animal. Mais en fait, quand on regarde marcher, voilà, effectivement, il y a le bassin qui brille un peu et cetera et puis en fait, on se rend compte: «Ah oui, mais il a toujours fait ça». Bah, finalement, ça, on peut vraiment essayer de le régler en ostéo, sur du travail, de telle ou telle zone, quoi. Donc voilà. Donc en fait, finalement, la prévention, enfin, il y a toujours un truc. Enfin, c'est parce qu'il y a jamais rien en ostéo, mais même si nous, on peut aller enfin, moi, je pourrais aller tous les mois chez l'ostéo, il y aurait toujours quelque chose, je pense. Donc voilà. Après, il faut pas non plus trop en faire, enfin, faut pas non plus aller tous les mois chez son ostéo si son animal, il va globalement bien. Mais c'est pas parce que vous voyez rien qu'il y a rien, quoi. Ouais, ok. Donc ça, c'est Donc pour voilà. l'aspect préventif, on va dire. Ouais. Il me semble qu'il y a aussi tout un pan accompagnement de la douleur. Tu peux nous Oui, en parler? tout à fait. Ouais, alors accompagnement de la douleur, effectivement, on va vraiment venir travailler sur, bah, du coup, soit la douleur, la cause, elle est connue, donc c'est une pathologie, c'est, j'en sais rien, je dis une connerie, une dysplasie de la hanche, de l'arthrose et cetera. Donc nous, on a vraiment des outils pour venir travailler sur tout ce qui est tension musculaire, adhérence, des tissus et cetera et venir, mobiliser un peu comme le ferait un kiné, finalement, pour vraiment retrouver le plus de mobilité possible, même si cette mobilité, elle est réduite pour l'animal, en fait. Mhm. Et après, si, la douleur, c'est dû à un dysfonctionnement du système, nerveux, là, c'est un peu plus compliqué de travailler, mais on peut quand même, venir, faire des petites choses. Par contre, c'est ce que je dis, moi, je peux aider jusqu'à un certain point, mais je remplacerai jamais, l'outil, chimique, hein, de ce que peuvent, donner les vétos. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, moi, je suis contre les médocs». Ouais, enfin, je sais pas si vous avez déjà eu des grosses douleurs, c'est bien, hein, moi je pratique l'ostéopathie pour moi-même, mais à un moment, quand on a mal, faut aussi, faut aussi pouvoir vivre, en fait. Et si votre animal, il est douloureux tout le temps, malgré les séances ostéo, il faut quand même, faut quand même aller voir le véto, en fait, parce que pour votre animal, c'est pas du tout agréable. Mm, Donc mm. voilà. Ok, donc on a parlé de l'aspect prévention, l'aspect accompagnement de la douleur. Il me semble aussi qu'en ostéopathie, on peut faire pas mal de choses dans l'accompagnement des vieux chiens, ou en tout cas, voilà, quand le Ouais. corps vieillit. Ça Oui, se passe oui. comment là-dessus? Franchement, chez les vieux chiens, il faut absolument, les accompagner en ostéo parce que, déjà, il y a plein de choses qui sont hyper rapides, qui se mettent en place très rapidement. Juste, en fait, des tensions musculaires et des adhérences au niveau des tissus, rien qu'en libérant ça, parfois, ils arrivent à se lever ou à plus bouger et cetera. Et après, il y a aussi, c'est pas parce que notre chien, il est vieux qu'il faut arrêter de le marcher. Et nous, OK, votre chien, il marche moins, mais par contre, on peut quand même vous donner des exercices tout simples à la maison pour venir remobiliser en ciblant certaines, structures et en ciblant certaines zones et aussi, revenir un peu muscler. Et d'ailleurs, ça, j'en ai pas parlé chez les autres chiens, donc il y a pas que les vieux chiens à qui on peut faire ça. On peut aussi lui donner plein d'autres exos, en fait, sur des animaux qui ont des pathologies pour venir, cibler, renforcer, en fait, avec des petits exercices, les zones qui sont un peu faibles, quoi. Ok. Bah, en fait, ça dépend tellement des cas, tu vois? Là, genre, je suis un vieux chien, Tom. Donc Tom, c'est un chien qui a 13 ans, qui a été adopté il y a un peu plus d'1 an, qui a été adapté à la SPA. Et c'est un chien de chasse, en fait. Donc il a fait de la chasse tout le temps, il a été mis à la SPA et là, sa propriétaire, elle l'a récupéré, totalement démusclé, qui était très, très raide, jambes de bois vraiment sur le postérieur droit. Et donc là, je lui ai dit, hein: «Franchement, moi, je pourrais juste faire de l'ostéopathie, hein, je pourrais pas enlever la» enfin, il n'a pas fait d'examen, mais bon, au vu de comment il est raide, on suppose qu'il y a de l'arthrose, la veto aussi. Par contre, ce que je peux faire, c'est, vraiment, rapporter de la mobilité à toutes les structures qui en ont encore. Mm. Essayer de rapporter de la mobilité aux muscles, qui sont autour des structures, arthrosées et là, te donner des exercices à fond les ballons pour retrouver de la mobilité, en fait, et de la musculature. Et du coup, bah, Tom, il va mieux. Après, je le vois tous les mois parce que la propriétaire, elle veut quand même faire ce suivi tous les mois. Mais il y a toujours des trucs, quoi. Au bout de 3 semaines, il se remet à boiter, que ça soit devant, derrière. Quand on arrive à l'avoir stable devant, il est instable derrière. Mais voilà. Et là, d'ailleurs, bah, moi, j'en suis arrivée à lui dire: «Faudrait peut-être, aller, chez le véto pour, voir sur un traitement, type, Librela». Donc je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est des injections, en fait, bon, je te le fais gros, mais en gros, c'est des anticorps qui vont venir capter les molécules inflammatoires. Mm. Donc c'est pas un anti-inflammatoire. Après, il y a des effets secondaires quand même, mais franchement, sur les vieux chiens, faut voir avec votre vétérinaire si, c'est cohérent de le faire, bien évidemment. Franchement, parfois, c'est magique pour le coup. Ouais. Vraiment, on a des animaux qui vivent très bien, leur vieillesse, quoi.
Donc voilà. Après, le problème de Tom, c'est qu'il a aussi des problèmes au rein et au foie. Donc voilà, faut réfléchir avec le veto, avec la proprio, ce qui est le mieux pour lui. Mais voilà. Mais après, il y a des vieux chiens, en fait. Là, c'est le cas de Tom. Après, on ne connaît pas son passé. C'est un chien de chasse, donc il a dû être bien usé. Euh, et après, il y a des vieux chiens à 14 ans. Je les vois tous les 6 mois. Et puis voilà, ça se passe bien, quoi. Donc voilà. Ok, trop chouette. C'est quand même important, effectivement, de rappeler, tu l'as dit, que l'ostéopathie, c'est pas magique, quoi. Il y Ouais. a toujours ce truc-là, et je pense que on est nombreux, je pense, à avoir en tête ce truc de il va aller chez l'ostéo et Et tout ça va ira tout mieux régler. après. Ouais, et en fait, je m'en rendais pas compte parce que moi j'ai été bercée pendant 5 ans avec d'autres ostéos. Et c'est quand je suis arrivée, quand je me suis installée, où je me suis dit, ah ouais, les gens, ils ont beaucoup trop d'attentes. Et du coup, directement, maintenant, je préfère leur dire, franchement, par exemple, là, ce matin, j'ai eu une demande de rendez-vous pour un chat qui est en insuffisance rénale dernier stade. Donc, malheureusement, ce petit minou, il en a plus pour très longtemps. Et la dame, elle veut lui faire une séance d'ostéo. Et en fait, je me suis dit, mais madame, je pourrais rien faire pour l'insuffisance rénale de votre chat. Après, on peut faire plein d'autres choses parce que c'est un vieux loulou, on peut lui apporter du confort, etc. Bon, cette dame-là, elle était au courant, mais c'est vrai que, en fait, moi, je préfère le dire directement parce que les gens derrière, ils ont vraiment une vraie attente. Et nous, franchement, c'est compliqué vraiment de leur faire comprendre que non, parce qu'on a quand même toute la souffrance émotionnelle aussi du propriétaire derrière, et dû à ça. Mais ouais, par contre, maintenant, moi, je suis directement, dès que je vois que le cas, il est plus complexe que ce qu'il en a l'air, ou en tout cas qu'il n'y a pas que l'ostéo qui doit faire son travail, je le dis directement. Vraiment, dès que j'ai un doute, c'est pour ça que je dis que je suis assez pessimiste, parce qu'en fait, je pense qu'il y a des propriétaires qui ont été vraiment déçus, où vraiment ils s'attendaient à des miracles, etc. Et en fait, moi, je leur dis, moi, j'ai que mes mains, en fait. Hein. Mes mains, c'est pas des radios. Je peux pas vous dire, là, effectivement, j'entends des petits machins bizarres dans les mains, ça fait crunch. Je leur fais sentir et ils disent, ah oui, effectivement, on va aller faire des examens complémentaires. Après, je peux aller travailler sur ça va lui faire du bien, mais la cause, elle sera toujours là, quoi. Donc voilà. Ok. Et puis après, juste, je te coupe, mais il y a aussi tout ce qui est investissement du propriétaire, parce que du coup, nous, en ostéo, on fait notre travail, mais si derrière... parce que du coup, l'ostéopathie, ça cherche vraiment la cause de ce qui pose le souci. Si derrière, tes douleurs cervicales, c'est dû au fait que t'arrêtes pas de lui mettre un collier, de le tirer sur le collier comme je sais pas quoi pour qu'il tourne, soit tu mets un harnais à ton chien, soit tu prends des cours avec une comportementaliste ou un éducateur pour que ton chien ne tire plus en laisse. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est que du coup, vraiment, on travaille aussi beaucoup sur l'environnement, sur la gestion de l'environnement, les variables d'entrée, du coup aussi tout ce qui est alimentaire. Alors, je suis pas nutritionniste. Après, bon, j'ai les bases sur la physiologie digestive. Mais voilà, nous, on fait notre travail d'ostéo, on donne les conseils. Si la problématique, elle se trouve dans le milieu extérieur, donc dans l'environnement de l'animal, l'animal, pour revenir tous les 3 mois, il y aura toujours le truc à faire tant que la cause, elle n'a pas été changée. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi beaucoup que je fais plus de chevaux, parce que les propriétaires de chevaux, c'est compliqué parfois de leur faire changer d'avis. Donc voilà. Ok, je vois. Trop cool. C'est cool, c'est un truc qu'on partage beaucoup, du coup, effectivement, l'aménagement de l'environnement et aussi le fait que ça réside aussi dans les habitudes des propriétaires, des humains, de ce qu'ils vont faire avec leurs chiens, ce qu'ils vont mettre en place. Mais c'est rare que les gens changent pas en vrai, parce qu'ils veulent vraiment très très bien faire, et ça c'est trop bien parce qu'ils sont juste en fait pas au courant de certaines choses. Et d'ailleurs, après, ils culpabilisent, mais il ne faut pas, en fait. On fait tous des boulettes, on fait tous au mieux pour nos animaux. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est bien avec les propriétaires de chiens, c'est qu'ils sont franchement à l'écoute de chiens, de lapins, de chats, enfin bref, de tout ce qui rentre dans un cabinet. Et ça, c'est vraiment agréable. Tu n'as pas l'impression de dire un truc et tu sais personnellement que ça va pas être fait derrière, quoi. Donc voilà. Ok, trop cool. Pour passer à la partie conseil, quand est-ce que tu recommanderais de faire appel à un ostéopathe ? Après, comme je dis, mon métier, c'est pas vital. Hein, donc, culpabilisez pas si vous n'avez jamais emmené votre chien chez un ostéopathe. Après, moi, je pense que, par exemple, si vous avez un chiot, c'est quand même bien, dans les premiers mois, de le faire voir, tout simplement parce que nous, on va venir toujours pareil, avoir notre prisme ostéo. Et s'il y a un truc qui va pas côté ostéo et que du coup, on suspecte un peu un truc veto, que le veto n'aurait pas forcément senti parce qu'il fait pas les mêmes tests que nous, c'est trop cool parce que plus on agit vite, mieux c'est. Et puis, pareil, du coup, sur les chiots, ils sont hyper souples. Ils ont été beaucoup sollicités parfois par la mise bas. Voilà, je pense que c'est bien d'avoir au moins une première consultation sur la première année de vie du chien. Après la stérilisation aussi,
parce que déjà, devant, il y a la cicatrice. Parfois, ça fait des adhérences. Et dans la locomotion, on a vraiment des animaux qui galèrent. Et aussi parce que c'est pas anodin de se faire retirer un utérus ou des ovaires, parce qu'il y a plein d'autres structures qui s'insèrent sur ces ovaires. Et du coup, on a des compensations qui sont mises en place, par exemple sur les lombaires, etc. Donc voilà, donc franchement, au début, moi, ce que je conseille, c'est au moins minimum une consultation dans l'année de vie de l'animal et après la stérilisation. Si vous pouvez faire 2 consultations, notamment sur les grandes races, c'est franchement bien aussi, parce que du coup, la croissance, elle est un peu plus longue sur les grandes races. Et après, franchement, il n'y a pas de règle. Sur les adultes, ça va vraiment dépendre de comment ils sont sollicités, si c'est des chiens de sport ou pas, s'il y a des pathologies. J'avoue que moi, en sortant de consultation, les premiers animaux que je vois, la première fois que je vois des animaux, je leur dis, écoutez, on peut faire un bilan dans 6 mois, on voit comment l'animal s'est adapté dans 6 mois. Moi, j'ai ma petite fiche, on regarde, voilà, etc., machin. Et au fait, si dans 6 mois, il y a pas autant de choses, etc., une fois par an, c'est bien. Parce qu'en fait, beaucoup de gens disent oui, une fois par an, c'est bien d'aller chez l'ostéo, mais en fait, en un an, il se passe plein de trucs, notamment chez les chiens. Et c'est bête, en fait, de laisser traîner un truc qu'on aurait pu voir 6 mois avant, quoi. Donc voilà. Mais après, il n'y a pas trop de règles non plus. Ça dépend tellement des pathos, de pathologies, etc., que je peux pas trop donner une règle. Ok. Du coup, une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce que tu conseillerais de choisir son thérapeute selon toi, et à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Qu'est-ce qui seraient les grands warnings à avoir, ou en tout cas les grands critères de recherche qu'on pourrait avoir? Alors déjà, comme je l'ai dit, le problème, si c'est un peu un problème. Aujourd'hui, en ostéopathie, on peut avoir reçu un enseignement ostéopathique. Donc finalement, dans une école, on apprend aussi tout ce qui est philosophie. Enfin, en tout cas, moi, dans mon approche, dans mon école, on a aussi appris l'approche systémique. Voilà, donc l'objectif dans une séance, c'est de moins manipuler possible l'animal pour vraiment éviter d'être invasif. Donc il faut vraiment chercher la cause. Donc tout ça pour vous dire que quand on est diplômé en fait de l'école, on est ostéopathe. Donc on est thérapeute. Par contre, si on n'a pas l'examen, on peut pas pratiquer. Donc en fait, pour moi, c'est hyper important que votre thérapeute il soit ostéopathe et qu'il puisse pratiquer. Donc déjà, devant, la législation nous dit qu'il faut qu'il ait l'examen. Moi, ce que j'aime rajouter, c'est quand même au moins qu'il ait validé son enseignement ostéopathique, parce que du coup, il est ostéopathe, quoi. Aujourd'hui, je trouve que ce qui est un peu bête dans cet examen, c'est qu'on peut faire des actes sans savoir réfléchir, hein. Mine de rien, c'est un peu ça. Donc pour moi, c'est important. Donc, comme je l'ai dit, la législation nous dit qu'il faut qu'il ait l'examen, et il faut aussi qu'il ait une assurance, parce que pour vos animaux, c'est mieux, et pour vous aussi, et pour le thérapeute aussi. Et ensuite, ça, je pense que c'est aussi comme le choix de l'éducateur ou du vétérinaire. C'est vraiment faut que vous ayez confiance en cette personne, que vous sentiez en fait le feeling avec cette personne. Et d'ailleurs, moi, quand je conseille des gens, j'aime bien conseiller plusieurs personnes, parce qu'en fait, tout le monde est compétent, mais parfois, ça passe pas et on peut pas forcément l'expliquer. Donc, c'est hyper important pour moi de vraiment se sentir bien, de pouvoir expliquer ses craintes, que la personne réponde à nos questions, et puis qu'il n'y ait pas cette espèce de hiérarchie de savant et apprenant. Toi, tu sais pas, donc c'est moi qui vais te dire ce qu'il faut faire, etc. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir confiance en la personne. Et du coup aussi, ça va avec, mais que cette personne, elle soit le plus transparente possible sur ce qu'elle sait et ce qu'elle sait pas. Moi, aujourd'hui, il y a des trucs que je sais pas. Je pense que c'est normal. Tout le monde peut pas tout savoir, mais il faut le dire en fait quand on sait pas, parce que c'est important. Et si on fait genre on sait alors qu'on sait pas, derrière c'est aussi l'animal et le propriétaire qui en pâtissent et qui vont perdre du temps, etc. Ou et puis voilà. Donc moi, par exemple, je suis pas tellement formée en fluidique, mais je sais que parfois, il y a des gens qui me disent ouais, il y a telle personne qui m'a dit que il avait mal au rein. Enfin, ça, c'est des trucs que j'ai vu passer sur les réseaux, et malheureusement, je trouve que c'est un peu prétentieux de dire ça. Ouais, l'animal, il a mal au rein parce que, en gros, le chat, il urine partout parce que, en gros, il y a une relation qui se passe pas, mais finalement, le chat, il a juste une insuffisance rénale. Donc, voilà, faut vraiment aussi dire quand on sait, quand on sait pas, et aussi savoir notre champ de compétences. Ça, je pense que c'est hyper important. Et pour moi aussi, ce qui est important, c'est d'expliquer notre formation aux gens, dans le sens, alors là, je vais m'expliquer, de pas trop mettre en avant l'examen veto, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu trop en mode, oui, j'ai réussi mon examen veto, je suis certifiée par la vétérinaire, donc je suis un peu le meilleur. Enfin, c'est un peu comme ça, je trouve que parfois, je le vois passer sur les réseaux. Mais en fait, c'est rien, cet examen, il fait pas de vous quelqu'un qui est hyper formé, quelqu'un qui... c'est juste un examen, en fait, hein, c'est
c'est comme le permis de conduire. Enfin, vraiment, il faut le voir comme ça. Et ça suffit pas aujourd'hui juste dire, ouais, moi, j'ai fait tant de formations plus l'examen veto. Bah derrière, il y a pas non plus des formations complémentaires, il y a pas tout ça, quoi. Donc je pense que c'est important et pareil, des gens qui sont transparents sur, leur école aussi, heu, type, oui, j'ai fait c'est ce que je t'avais dit, hein, l'autre jour, j'ai vu passer quelqu'un qui disait qu'il avait fait un master en ostéopathie. Ça n'existe pas, en fait, mais malheureusement, les gens sont pas au courant et en fait, voilà, moi, je pense qu'il faut vraiment que vous trouviez quelqu'un avec qui vous ayez confiance, qui a l'examen veto, qui est diplômé d'une école et qui se forme, en fait et qui est transparent avec vous sur ce qu'il sait, ce qu'il sait pas et son champ de compétences. Voilà, Mmh, moi, mmh, c'est comme ça que je le vois et que ce soit votre médecin généraliste, tout ça, je pense qu'il faut vraiment trouver quelqu'un où on se sent bien, en fait, avec. mmh, Donc mmh. voilà. Et moi, je rajouterais un petit critère de quelqu'un aussi qui porte de l'intérêt, parce que peut-être que Oui. ça, c'est ton cas, donc ça te paraît normal, mais je pense que c'est important de rajouter de quelqu'un qui porte de l'intérêt à l'état émotionnel de votre Oui. chien et à ses capacités Ouais. d'être là dans la séance ou Mais pas ouais. et d'arrêter si besoin. Ben ouais, Et mais surtout c'est d'arrêter vrai si que besoin. moi, c'est important. Mais en fait, c'est ce que je dis aux gens quand ils disent ah oui, vous faites des pots. Je fais en même temps, en fait, on n'a pas le choix. Si l'animal, il veut pas, là, c'est des chiens. Les chiens, on peut les museler. Mais les chevaux, les vaches, pour franchement m'être déjà fait taper, ouais, franchement, c'est dangereux, hein. Tout le monde est en danger si on n'écoute pas l'animal et l'animal est en danger et lui, il le vit pas bien. Donc, ouais, non, il faut être. Enfin, voilà, c'est ce que je dis. C'est eux qui vont gagner si on prend pas le. Qui vont gagner dans le sens où enfin, ça sert à rien de se battre, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok, bon, bah top, trop bien. Merci. Je te posais la question signature du podcast. Qu'est-ce que ça t'a. Mais que j'arrange un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris de travailler auprès des chiens? Franchement, ça m'a appris à vivre le moment présent. Parce que franchement, tout de suite, enfin, en fait, de base, l'ostéopathie, franchement, si t'es pas là, ça se voit. Enfin, si t'arrives pas à te mettre dans ta consultation, déjà l'animal il Ouais. bouge, il est comme ça, machin et tout. La personne, elle se sent pas bien parce qu'elle voit que t'es pas présente avec elle. Donc franchement, travailler avec les animaux, ça m'a appris à vivre le moment présent, à m'adapter. Et ça, c'est le plus gros. Et après, travailler avec les chiens, ça m'a appris que j'aimerais bien avoir un chien plus tard. Aujourd'hui, je passe pas le cap parce que j'ai mes 2 chats et je suis pas prête, à faire tout le travail qu'il faut pour la cohabitation chien-chat. Et puis parce que j'ai pas le temps aussi pour, je pense, les besoins, fondamentaux de mon chien, mon futur chien. Mais ouais, franchement, travailler avec les animaux, ça m'a vraiment appris à être là et à m'adapter, voilà. Et aussi, à prendre, de la distance, mine de rien, travailler avec les animaux au début, c'est un peu compliqué parce que, bah, je pense que c'était un peu la même chose pour toi. On est hyper à fond, on veut aider les gens et cetera. Et finalement, avec le temps, je me dis: «Il faut aussi un peu prendre de la distance» parce que, bah, en fait, il faut, suivre et je pense que, ça m'a aussi appris à déconnecter après le travail. Je sais pas si c'est clair ce que Mm. je raconte, Ouais, mais ce d'un que je vois, côté, il je vois faut que très je bien. sois là quand je suis, avec mes clients, mais d'un côté, il faut aussi que j'apprenne à me déconnecter de certaines choses quand je suis pas là parce Mm. que sinon, en fait, ça me pourrit l'esprit et je passe après les consultations d'après, c'est pas ouf parce que je pense au cas d'avant et cetera. Donc c'est un peu ouais, c'est un peu l'opposé, mais ça a appris à être là, puis après aussi Ouais. à plus être là. Oui, dans ce truc de. T'en parlais au début enfin, t'en parlais au début de la réponse à cette question, dans le fait de vouloir aider tous les animaux et de vouloir aider tout le Mmh. monde, etc. Et c'est vrai qu'il y a ce truc où on se donne à 200% pendant la Ouais. consulte. Et après, c'est difficile en fait de passer à autre chose. Donc C'est c'est vrai ça. que c'est un vrai apprentissage d'arriver à se dire, bah, ok, là, j'ai fait ma contribution pour aujourd'hui. Et il faut passer parce qu'il y a d'autres personnes à aider, quoi. Bah, ouais, c'est ça, en fait, exactement. Mais ça, c'était Et compliqué au début. toi à rester debout. Ouais, ça, Aussi. c'est franchement compliqué. C'est encore hyper compliqué parce que je vais pas te dire que bah, en fait, je pense que ça, c'est pour tous les gens qui travaillent avec les animaux ou qui veulent, qui sont à fond dans leur métier. C'est franchement compliqué de se séparer du boulot quand on est, dans le perso, enfin, quand on est au perso. Mm. Mais il faut vraiment le faire parce que après, je pense que ça impacte vraiment, bah, pour les autres, en fait, pour les autres animaux. Donc faut vraiment s'obliger à le faire, je pense. Ouais, voir ça comme un métier et pas comme un loisir. Je crois que c'est ça qui fait un Ouais, peu toute la différence. Et tout à c'est fait. dur à Et faire. c'est super dur à faire. Mm, mm. Surtout quand on est auto-entrepreneur, je pense. C'est clair. C'est clair. Ok, trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager, que ce soit sur l'ostéo ou pas? Ouais, alors par rapport du coup à la gestion de la douleur et comme je vous ai dit, aux exercices qu'on peut faire avec l'animal, je pense que vous pouvez aller voir le compte Instagram de Aurore Ostéopathe pour chiens.
Donc elle donne des petits exos à faire pour les chiens. Après, toujours dans le sens où en apprendre le plus possible, etc. Il y a une collègue qui s'appelle Fanny, je crois que c'est Areg sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc ça, Fanny, elle est aussi sortie de mon école et pareil, elle fait des petits webinaires. Bon, elle était aussi un peu éducatrice comportementaliste avant, mais en tout cas sur tout ce qui est chien de sport, etc. Ou même pas forcément chien de sport, mais tout ce qui est échauffement, etc. Si ça vous intéresse, elle fait des petits webinaires là-dessus. Et après, par rapport à ce pro perso, je pense que si vous travaillez avec les animaux, que vous êtes étudiant en école d'ostéo ou en école de massage ou ce que vous voulez, il y a cette table ronde qui est hyper intéressante dans le podcast de Mathilde Chalut-Natal, je ne sais plus comment il s'appelle son podcast, Mordant, il me semble. Mordant. Et cette table ronde, elle est franchement hyper intéressante, mais vraiment, en fait, on n'apprend pas ça en école et c'est vraiment bien de le savoir parce que moi, franchement, c'était beaucoup plus compliqué quand je me suis installée que pendant mes études, mais parce que je n'étais pas prête à tout gérer en même temps, en fait. Et ça, je pense que c'est intéressant. Donc ça, c'est vraiment les 3 ressources qui sont intéressantes. Donc d'un côté, pour les exercices gestion de la douleur, il y a Aurore. D'un autre côté, si vous voulez faire des webinaires un peu plus intéressants, un peu plus ciblés sur tout ce qui est échauffement, récupération, etc., il y a Fanny. Et d'un côté, si vous êtes pro animalier, il y a Mathilde sur son podcast sur la table ronde. Voilà. Ok. Donc je pense que c'est déjà pas mal comme ressource. Trop cool, trop bien. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà. Qu'est-ce que tu aimerais entendre au micro de la niche ? Moi, j'aimerais bien entendre un veto aussi, voir lui comment il envisage sa relation avec les animaux, avec les chiens, avec les autres corps de métier. Parce qu'en vrai, il y a plein de vétos qui sont ouverts. C'est vrai que parfois, de part aussi l'aspect politique des ostéopathes avec les vétérinaires, il y a des gens qui pensent que les vétos, ils sont pas du tout vers l'ostéopathie, alors que c'est pas du tout vrai, et qu'il y a plein de vétos qui sont aussi beaucoup à l'écoute des animaux. Et que voilà, je pense que c'est intéressant d'écouter un vétérinaire penser ce qu'il pense du monde canin aujourd'hui. Et puis c'est déjà bien, je pense. Voilà. Trop cool, trop bien. Bon, chouette. Et où est-ce qu'on peut rediriger du coup les éditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail ? J'ai un compte Instagram qui s'appelle Ostéopathie Animale Lyon. J'ai pas fait fun, hein. Et efficace, voilà. Clair et efficace. Et j'ai mon compte, j'ai mon site aussi qui bug un peu en ce moment. J'ai une cliente qui m'a dit ça, qui s'appelle ostéopathieanimalelyon.fr, où il y a aussi des petits articles, mais globalement la plupart des articles c'est sur mon compte Instagram. Donc voilà. Ok, trop cool, trop bien. Merci beaucoup, Agathe. C'était hyper intéressant. Ouais, merci. Merci à toi pour ton accueil. J'espère que les gens vont être intéressés aussi. Ouais, carrément. Ouais, j'ai trop hâte de faire le montage de cet épisode. Donc, merci beaucoup à toi. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci. Belle journée. Ciao. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Agathe et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @ostéopathie_animal_lyon et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute et aller plus loin dans l'exploration de la relation avec votre chien, je vous invite aussi à rejoindre le Club des Explorateurs. C'est un espace dédié aux passionnés qui, comme vous, veulent faire mieux. Vous pourrez échanger quotidiennement avec une communauté bienveillante, participer à des webinaires interactifs mensuels et trouver des outils, des ressources et du soutien pour renforcer votre relation avec votre chien. Toutes les infos sont en description de cet épisode. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!